Bienvenue dans cette nouvelle immersion. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document particulièrement dense, assez ambitieux, qui s'intitule « Sionisme, peuple, terre, mission ». C'est un texte massif, oui. Absolument. Et l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui est clair. Il s'agit de dépasser un peu les slogans réducteurs de l'actualité, les mots-clés éphémères, les débats enflammés sur les réseaux sociaux. Prendre du recul, en fait. Voilà. L'idée est véritablement de comprendre les racines historiques, théologiques et aussi politiques d'un concept qui est totalement saturé d'histoire et qui, selon l'analyse que nous allons parcourir, est l'un des plus déformés de notre époque. C'est vrai. Ok, décortiquons cela, parce que le document propose un retour minutieux aux sources d'un mouvement qui suscite des passions extrêmes, que ce soit une adhésion totale ou un rejet absolu. C'est exactement le cadre qu'il faut poser d'emblée, je pense. Et pour ceux qui nous écoutent, il est vraiment primordial de préciser que notre démarche aujourd'hui est purement analytique. Tout à fait. L'objectif de ce décryptage n'est absolument pas de convaincre de la justesse d'une cause, c'est vraiment de comprendre une mécanique millénaire telle qu'elle est disséquée dans ces textes. La source que nous examinons articule l'histoire antique, la philosophie religieuse et la géopolitique moderne pour définir cette dynamique. C'est un point sur lequel il faut insister lourdement. Le texte source aborde un sujet géopolitique et religieux qui est par nature hautement inflammable. Notre rôle ici, en tant que guide à travers cette lecture, est de maintenir une neutralité absolue. Absolue, oui. Il ne s'agit pas de prendre parti, ni pour le sionisme, ni pour ses critiques. Chaque idée, chaque fait historique ou chaque thèse abordée sera formulée strictement comme une analyse de la source fournie. C'est crucial de le rappeler. L'intention est de rapporter avec la même rigueur factuelle les arguments fondateurs du mouvement et les critiques acerbes, y compris les diverses formes d'antisionisme présentées dans le document, sans aucune validation idéologique. On lit, on contextualise et on explique la structure des arguments. Et pour bien entrer dans la structure de ces arguments, la première étape du document consiste à pulvériser une grille de lecture très courante. L'analyse montre que la perception générale réduit souvent le sionisme à une simple réaction nationaliste du XIXe siècle. Face à l'antisémitisme européen. C'est ça. Or, la thèse avancée ici bouscule complètement cette idée en démontrant que dans la tradition juive, la matrice conceptuelle est infiniment plus ancienne. Le point de départ textuel nous ramène au livre de la Genèse. Au chapitre 12, si je ne me trompe pas. Exactement le chapitre 12, avec l'appel adressé à Abraham. Et le texte souligne que cet appel originel n'a rien à voir avec le nationalisme au sens moderne de l'État-nation. Pas du tout. Il pose plutôt les bases de l'histoire juive sur 3 piliers indissociables, un peuple, une terre et une mission universelle. Et la notion de terre dans ce triptyque est d'ailleurs traitée d'une manière assez vertigineuse par l'auteur. L'argument central de cette section repose sur l'idée que, selon les textes bibliques, la terre d'Israël n'est jamais perçue comme une vulgaire propriété foncière. Non, c'est pas un bien immobilier. Voilà, ce n'est pas un territoire que l'on conquiert simplement pour en exploiter les ressources, ou y asseoir un pouvoir impérial. Le document la décrit comme un véritable sujet spirituel. Une entité morale à part entière. Ce n'est pas un espace géographique neutre sur lequel une population viendrait simplement poser ses valises. Ce qui est fascinant ici, c'est l'implication directe de ce statut moral. La souveraineté sur cette terre est présentée comme étant strictement conditionnelle. Conditionnel. C'est le mot-clé du texte. Exactement. Le document s'appuie sur des sources prophétiques et rabbiniques pour montrer que l'alliance religieuse ne remplace pas l'éthique. Elle la rend au contraire infiniment plus exigeante. Le droit de résider sur ce territoire n'est pas une garantie acquise par la naissance. Ni par une promesse divine inconditionnelle d'ailleurs. Non, il est suspendu à une conduite morale irréprochable. Le texte utilise d'ailleurs une image biblique d'une violence et d'une puissance inouïe pour illustrer ce contrat conditionnel. Il cite le Lévitique, chapitre 18, qui avertit littéralement que la terre a la capacité de vomir ses habitants s'ils corrompent la justice sociale. Le verbe vomir, oui, c'est très fort. C'est une métaphore organique très puissante. La terre est vue comme un organisme vivant qui rejette l'injustice. Et la source précise bien ce que signifie cette justice. Elle se mesure non pas à la richesse du temple ou à la puissance de l'armée, mais à la protection absolue des plus vulnérables. Ce que le texte résume par la triade, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Cette exigence éthique va jusqu'à structurer l'économie et l'agriculture de l'époque. C'est détaillé longuement dans le document. Il y a une analyse très poussée des lois sociales antiques, notamment la Shemitah.
L'année sabbatique. C'est ça, cette année sabbatique qui survient tous les 7 ans. Durant cette période, la terre doit obligatoirement se reposer, on ne la cultive pas, et ses fruits appartiennent librement à tous, particulièrement aux pauvres. Et il y a aussi le concept du jubilé, abordé juste après, tous les 50 ans, ce qui est peut-être l'une des législations socio-économiques les plus radicales de l'Antiquité. Assez révolutionnaire pour l'époque. Oui, selon la source, lors du jubilé, toutes les terres retournent à leurs propriétaires d'origine. L'objectif explicite était d'empêcher l'accumulation infinie et définitive des richesses entre les mains d'une élite. En fait, ces lois faisaient du sol lui-même une architecture éthique. Elles rappelaient en permanence que la propriété humaine est une illusion. Et qu'elle est limitée par une responsabilité spirituelle supérieure. Et c'est précisément cette relation conditionnelle qui permet de comprendre la vision théologique de l'exil, qui est le chapitre suivant de notre document. La conséquence de l'injustice. Exactement. Si la Terre vomit l'injustice, alors l'effondrement de la justice sociale conduit inexorablement à l'exil. Mais l'analyse met en lumière un point fondamental de la psyché collective. Bien que l'exil dure près de 2000 ans, il n'est jamais théorisé comme une rupture définitive ou une annulation de la matrice originelle. Jamais. Il devient plutôt un état existentiel, une nostalgie structurante qui imprègne chaque aspect de la vie religieuse. C'est ce qui explique que le retour à Sion, cristallisé par la fameuse prière de l'an prochain à Jérusalem, devient le pivot central de la liturgie quotidienne. Pendant des siècles, cette espérance demeure purement spirituelle. Et puis, la source aborde l'éruption de la modernité européenne. Le grand basculement. On saute à la fin du XIXe siècle. Le document analyse comment l'émergence des nationalismes exclusifs en Europe, couplée à un antisémitisme racial et politique nouveau, provoque une rupture totale de paradigme. C'est dans ce contexte de crise existentielle aiguë que le texte positionne la figure de Theodor Herzl. Et la publication de son essai Der Judenstaat en 1896. Le document insiste sur le fait que la démarche de Herzl marque une véritable révolution, non seulement politique, mais surtout philosophique par rapport à la tradition juive. C'est un changement de logiciel complet. Absolument. La conclusion à laquelle aboutissent ces premiers pensières du sionisme politique, c'est que l'assimilation sociale et culturelle, même la plus poussée, n'offre aucune protection face à l'antisémitisme moderne. L'affaire Dreyfus est passée par là. Exactement. L'urgence vitale impose donc une solution politique, souveraine et immédiate. Il s'agit d'arracher le destin juif à l'attente passive du miracle divin. Voici où cela devient vraiment intéressant. Il y a une immense ironie historique que le texte met en lumière. On a d'un côté ces pionniers laïcs, souvent d'inspiration socialiste, qui veulent rompre radicalement avec la religion de leurs parents, qu'ils jugent passive et inadaptée face à l'urgence des pogroms. Une vraie rupture générationnelle. Oui, et de l'autre côté, on a le monde religieux traditionnel, ancré dans l'attente messianique classique. Sur le papier, la source le rappelle, ces deux mondes auraient dû se combattre farouchement. L'alliance entre ce pragmatisme politique d'urgence et la mystique millénaire semblait totalement improbable. Improbable, oui. Et pour expliquer comment ce fossé a été comblé, le document se penche longuement sur la philosophie du Rav Kook, une figure intellectuelle charnière, selon l'auteur. Une figure fascinante. Son approche théologique est décrite comme un véritable tour de force conceptuel. Face à la contradiction apparente de pionniers laïcs, parfois même ouvertement anti-religieux, qui accomplissaient le travail physique de retour sur la Terre, le Rav Kook a formulé une lecture audacieuse de l'histoire. C'est un peu comme si un groupe d'architectes profondément athées se mettait à construire une cathédrale par pur pragmatisme pour s'abriter de la tempête. Et que le haut clergé disait « Laissez-les faire, ils travaillent pour la Providence sans même s'en rendre compte ». C'est une excellente analogie de ce que dit le texte. Le Rav Kook, selon la source, affirmait que l'action profane de ces pionniers participait au projet sacré de rédemption, même s'ils rejetaient consciemment cette dimension spirituelle. L'histoire profane devient, malgré elle, l'outil de la providence. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, le document montre comment cette convergence inattendue entre l'idéal mystique réinterprété par le Rav Kook et le pragmatisme acharné des pionniers a créé une force historique irrésistible. Une dynamique qui va s'accélérer. L'analyse retrace ensuite la chronologie de cette accélération. Les vagues d'immigration, les tensions sous le mandat britannique, jusqu'à l'urgence absolue et indicible générée par la Shoah. Ce processus aboutit finalement en 1948, lorsque David Ben Gourion proclame la création de l'État d'Israël. 3 ans seulement après l'anéantissement de l'immense majorité du judaïsme européen.
Le politique et le spirituel fusionnent alors dans un instinct de survie ultime. Après avoir bâti cette immense architecture historique, le document opère un pivot majeur. Et comme promis en introduction, une part très substantielle de l'analyse est consacrée à la cartographie de l'antisionisme. Une partie incontournable de l'analyse. L'argument Teller est clair. On ne peut saisir l'essence d'un mouvement sans comprendre ce qui s'est structuré en opposition frontale à lui. Le texte dresse donc une typologie très précise, en commençant par ce qu'il identifie comme les 3 grands axes d'opposition externe. Le premier axe externe détaillé par la source est le nationalisme arabe et palestinien. Le document décrit factuellement comment cette opposition s'est forgée autour d'un sentiment profond de dépossession territoriale. Et de la perception d'une intrusion étrangère. Tout à fait. Cette dynamique s'est cristallisée en réaction directe à l'établissement de l'État et aux guerres successives, ce qui a engendré notamment la tragédie humaine et politique des réfugiés, qui est décrite comme une blessure toujours béante. Ensuite, le texte explore un deuxième axe, très différent dans ses fondements intellectuels. C'est l'islamisme politique, avec des références à des chartes comme celle du Hamas. La grille de lecture change complètement ici. Absolument. L'analyse montre qu'ici, l'opposition n'est plus seulement territoriale, mais profondément théologique. La grille de lecture décrite veut que la terre soit un waqf, un bien sacré inaliénable de l'islam. Ce qui modifie la nature du conflit. Dans ce paradigme précis, l'idée même d'une souveraineté non musulmane sur ce qui est considéré comme le dar à l'islam, le domaine de l'islam, est vécue comme une hérésie intolérable. La source souligne que cela confère au conflit une dimension eschatologique, où le compromis politique devient théologiquement impossible. Le troisième axe externe analysé par le document émane de la gauche postcoloniale et des courants d'inspiration marxiste, particulièrement depuis la fin des années 60. Une approche plus idéologique. Oui, cette approche applique une grille d'analyse stricte basée sur la dichotomie oppresseur-opprimé. Le texte explique comment ce courant théorique assimile systématiquement le projet sioniste à une entreprise coloniale et impérialiste occidentale. S'appropriant le vocabulaire des luttes du tiers-monde. C'est ça, pour les appliquer directement au Moyen-Orient. Mais là où l'exploration devient d'une complexité fascinante, c'est quand le document ouvre le chapitre de l'opposition interne. Le grand paradoxe de l'antisionisme juif. La source prend le temps d'expliquer que l'opposition religieuse au sionisme n'est pas une réaction récente. Pas du tout. Elle est née exactement en même temps que le mouvement politique de Herzl. L'analyse de l'antisionisme ultra-orthodoxe est d'ailleurs l'une des parties les plus fouillées du document. Elle prend l'exemple de courants comme Satmar ou Neturei Karta et décortique leur socle théologique. Tout repose sur un texte talmudique très spécifique. Le traité Ketubot, 111a. Communément appelé la doctrine des 3 serments. Et ce concept mérite qu'on s'y arrête, pour ceux qui nous écoutent. Le document explique que, suite à la destruction du temple et à la révolte désastreuse de Bar Kokhba dans l'Antiquité, le Talmud aurait établi que le peuple juif a prêté serment de ne jamais forcer le retour en terre d'Israël de manière collective. Et de ne jamais se rebeller contre les nations du monde. L'idée théologique derrière cela, c'est que l'exil est une punition divine et que seul le Messie, et non des hommes politiques ou des congressionnistes, a le droit d'y mettre fin. Exactement. Pour ces groupes ultra-orthodoxes, comme le souligne le texte, la tentative de restaurer une souveraineté par l'action politique humaine est considérée comme une hérésie absolue. Une rébellion directe contre la volonté de Dieu. C'est vraiment l'inverse du Rav Kook. C'est une opposition qui ne relève pas de la politique territoriale, mais de la stricte soumission à l'attente messianique. À l'opposé complet de ce spectre religieux, la source décrit également un antisionisme juif purement séculier et marxiste. Le texte s'attarde sur le mouvement du Bund. Très puissant en Europe de l'Est. Au début du XXe siècle, oui, leur concept philosophique central était la doiket, un terme yiddish que l'on pourrait traduire par « être là où l'on est ». Le document explique que pour les sionistes, le nationalisme sioniste était une fuite en avant, une illusion bourgeoise. Leur conviction militante était que les Juifs devaient combattre l'antisémitisme et lutter pour la justice sociale internationale là où ils vivaient. Au sein des diasporas européennes. En solidarité avec le prolétariat local, plutôt que de chercher à bâtir un État-nation séparé au Moyen-Orient. Cette minutieuse cartographie des oppositions permet à l'auteur du document de basculer vers ce qu'il qualifie de guerre cognitive contemporaine. C'est ici que le débat sur l'indigénéité est abordé. Un débat très actuel. L'analyse s'attaque frontalement aux glissements sémantiques et historiques qui entourent l'usage du mot colonialisme pour définir le mouvement sioniste. La démonstration de cette section est construite sur une confrontation de définitions.
Le texte rappelle d'abord les critères historiques classiques du colonialisme. Il implique généralement une métropole impériale forte qui envoie une population de colons vers un territoire lointain. Dans un but précis. Le but explicite d'en exploiter les richesses naturelles et d'imposer une culture étrangère dominante. Or, l'argumentation se déploie pour montrer pourquoi, chronologiquement et factuellement, cette grille de lecture ne colle pas à la réalité du sionisme primitif. Le document souligne que les Juifs fuyant d'Europe ou le monde arabe n'étaient mandatés par aucun empire. C'était plutôt l'inverse. Au contraire, le texte met en évidence qu'ils ont dû se battre politiquement et militairement contre les empires en place. L'Empire ottoman d'abord, puis surtout l'Empire britannique sous le mandat, qui restreignait drastiquement l'immigration juive au moment même où l'urgence devenait vitale en Europe. Et il n'y avait aucune métropole vers laquelle renvoyer des richesses extraites. L'objectif exclusif était la création d'un refuge souverain et le travail de la terre elle-même. Pour étayer la réfutation de l'étiquette coloniale, le document consigne une série de preuves matérielles et immatérielles plaidant pour l'indigénéité du peuple juif au Levant. Sur le plan matériel, l'analyse cite des découvertes archéologiques de premier plan. Comme les monnaies antiques. Oui, les monnaies frappées durant l'Antiquité, notamment celle de la révolte de Bar Kokhba contre l'Empire romain. Elle portait en hébreu l'inscription « Pour la liberté de Sion ». La thèse avancée est que ces artefacts sont les preuves tangibles d'un peuple autochtone luttant pour sa souveraineté contre une puissance impériale. Le document aborde aussi un argument culturel massif, le renouveau de l'hébreu. La source fait remarquer qu'un projet véritablement colonial s'accompagne invariablement de l'imposition de la langue de la métropole. C'est une constante historique. Ici, le mouvement sioniste a fait exactement l'inverse. Il a ressuscité la langue antique née sur cette terre précise. Le texte insiste sur le fait que la résurrection d'une langue ancienne pour en faire une langue vernaculaire moderne est un phénomène absolument unique dans toute l'histoire des civilisations. Un autre élément démographique majeur est souligné par le texte pour contrer l'image d'une population exclusivement européenne. L'auteur rappelle que plus de la moitié des citoyens juifs d'Israël aujourd'hui descendent de communautés chassées du monde arabe ou d'Orient. Une donnée souvent ignorée. Ce sont des familles qui, après 1945, ont été expulsées ou ont fui des pays comme l'Irak, l'Égypte, le Yémen ou la Syrie. Le document soutient que ces populations n'ont jamais quitté l'espace moyen-oriental, ce qui rend caduque l'accusation d'un corps purement étranger ou occidental implanté dans la région. Et il y a ce dernier point historique, extrêmement puissant, soulevé dans la source, qui concerne l'origine même de la nomenclature géographique. D'où vient le mont Palestine ? Une question sémantique essentielle. Le document consacre un passage à expliquer que ce nom n'a pas d'origine locale ou arabe préexistante à l'Antiquité. Il s'agit d'une construction géopolitique imposée par l'Empire romain, plus précisément par l'empereur Hadrien au IIe siècle de notre ère. L'analyse de ce moment historique est cruciale dans le document. Après avoir réprimé dans le sang la révolte juive, Hadrien prend une décision de guerre psychologique. Il rebaptise officiellement la province Syria Palestina. Dans un but d'effacement. L'objectif, selon la source, était spécifiquement d'effacer des cartes l'appellation Judaïa, la Judée, afin de rompre définitivement le lien mémoriel et historique du peuple juif avec ce territoire. Le texte suggère que les mots mêmes de la géographie locale portent en eux les strates d'anciennes stratégies impériales de déracinement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Au terme de cette traversée monumentale, des textes sacrés de la Genèse et du Talmud, jusqu'aux secousses politiques du XXe siècle et aux guerres sémantiques contemporaines, le document offre une grille de lecture complexe. Très nuancé. Le sionisme tel qu'il ressort de toutes ces sources analysées apparaît comme un point de collision spectaculaire. C'est la rencontre vertigineuse entre une liturgie de l'espérance préservée intacte pendant 2 millénaires et l'instinct de survie le plus brut, précipité par la violence politique de la modernité. Pour notre audience, particulièrement ceux qui cherchent à naviguer dans une ère d'immédiateté et de surinformation, l'analyse approfondie de ce type de document est d'une utilité publique. Un vrai antidote au slogan. Appréhender l'épaisseur historique, la subtilité théologique et la violence des contradictions qui traversent ces concepts, c'est se doter des outils nécessaires pour voir au-delà du vacarme ambiant. Qu'on soit en accord ou en désaccord profond avec les fondements du mouvement, comprendre comment une mémoire religieuse antique se transmute en géopolitique moderne est un exercice vital d'esprit critique. Cela prouve que derrière chaque mot jeté en pâture dans le débat public se cachent des siècles d'histoire complexe.
C'est le mot de la fin parfait pour résumer la mission de notre exploration d'aujourd'hui. Et avant de se quitter, je voulais partager une réflexion, inspirée directement par la lecture de ce texte et qui ouvre un champ philosophique inattendu pour les esprits curieux qui nous écoutent. Je vous écoute. Le document qualifie la renaissance de l'hébreu de miracle historique et de preuve d'indigénéité. Mais poussons la logique un peu plus loin. Que se passe-t-il profondément dans la psyché collective d'un peuple lorsqu'une langue sacrée, préservée pendant plus de 2000 ans dans un écrin liturgique exclusif, une langue utilisée uniquement pour prier, pour parler à Dieu ou déchiffrer des mystères antiques? Oui. Que se passe-t-il quand elle se retrouve soudainement propulsée dans le tumulte du quotidien? Quand ces mêmes mots millénaires servent aujourd'hui à contester une facture d'électricité, à se disputer dans les embouteillages ou à coder de l'intelligence artificielle? C'est un paradoxe fascinant. Est-ce que cette utilisation triviale finit à la longue par profaner un héritage sacré? Ou bien, à l'inverse, est-ce que le simple fait d'utiliser quotidiennement une langue issue des textes bibliques finit de manière presque invisible par sacraliser la vie profane de tous les jours? Une grande question philosophique. C'est une réflexion vertigineuse sur le poids de la mémoire et le pouvoir absolu des mots. Une question parfaite à méditer et à emporter avec soi pour prolonger la découverte de ce texte analytique. Gardez l'esprit grand ouvert et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.